Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Martine Laroche-Joubert. Son nom vous dit forcément quelque chose. 45 ans de journalisme, les 3/4 comme reporter de guerre. Bonjour Martine Laroche-Joubert. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre. C'est un livre que vous signez aux éditions du Cherche Midi. Ce sont vos mémoires et vous dites que c'était pas si évident que ça pour vous de raconter ces histoires. Qu'est-ce qui vous a donné envie, peut-être d'expliquer à nos auditeurs, de raconter ce métier que vous adorez de grand reporter? Oui, j'avais pas tellement envie à la base parce que c'est revenir sur le passé. J'aime pas trop revenir sur le passé. Quand on me demande le reportage que j'ai préféré, je dis toujours le prochain. Oui. Mais finalement, si je l'ai fait, c'est parce que j'ai l'impression que ce métier est menacé. Il est menacé dans les rédactions par les comptables, par les financiers qui trouvent que les reporters sont un luxe inutile et qui ne comprennent pas du tout pourquoi on veut aller si loin. Or, moi, je trouve ça indispensable d'aller voir, de témoigner de ce qui se passe, d'interviewer des gens qui n'auraient pas la parole si on n'était pas là pour la leur donner. Voilà, je trouve que c'est un métier qui est indispensable pour comprendre le monde et c'est un métier qui est menacé. Donc c'est la raison principale. C'est une chose que les auditeurs ne savent peut-être pas, que le grand public ne sait pas, ce qui est en train de se passer un petit peu partout dans la presse. Alors les journalistes sont effectivement une des professions les plus détestées, mais grand reporter, c'est-à-dire partir à l'étranger, couvrir un conflit, vous dites aujourd'hui que votre profession, ce que vous avez exercé pendant des années, a changé et que c'est en voie de disparition, ou en tout cas, on ne va plus le faire de la même manière? Écoutez, là, on est à un moment charnière. Hein. Je me souviens qu'autrefois, on pouvait aller dans certains endroits, je ne sais pas, par exemple en Irak, on restait 3 semaines, puis une autre équipe nous relevait. On était là en permanence. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus, sauf vraiment ponctuellement. On a fait beaucoup d'efforts. On sait que les télévisions ont moins d'argent, mais on a fait beaucoup d'efforts pour que le reportage coûte moins cher. Je parle de notre côté. Avant, on partait à 4. Imaginez avec un éclairagiste, un preneur de son. Évidemment, les éclairagistes ont vite disparu, et puis les preneurs de son ont disparu. La technique a évolué aussi. Oui, la technique a évolué, mais surtout. Je veux dire, quelquefois, il nous arrive de partir simplement à 2. Le JRI, le caméraman et moi. Ce qui veut dire qu'on tourne toute la journée. Le soir, on va à l'arrière, on monte le sujet. Déjà, c'est compliqué sur ordinateur. Avec la fatigue, on peut se tromper. Après, il faut l'envoyer par Internet. Donc, souvent, on ne fait des reportages qu'à 2. C'est un luxe quand on a un monteur avec nous. Et voilà, c'est une tension qui est énorme. Autrefois, on envoyait les reportages, imaginez, par satellite. C'est ça qui coûtait cher. Donc, le reportage coûte moins cher qu'autrefois. Beaucoup moins cher. Alors quand les financiers nous disent encore de faire des efforts, ce n'est pas possible. Mais vous mettez en cause les financiers, mais pas seulement. Vous mettez aussi en cause, je cite en fin de votre livre, les patrons de presse frileux qui réduisent le nombre et la durée des reportages et les politiques qui encouragent la méfiance envers les reporters. Donc il y a quand même toute une façon de rendre compte des conflits dans le monde qui aujourd'hui est remise en cause, comme le disait Valérie, disparaît. Pas seulement à cause des financiers, aussi à cause de certains patrons de... Oui, vous n'êtes pas toujours tendre avec vos anciens patrons. Mais qui sont aussi devenus des petits hommes gris, quoi, au fil du temps. Oui, souvent, les patrons, quand ce sont d'anciens journalistes encore... Ça va à peu près. Bon, ça va à peu près. Alors, je rêve, je vois mais quand ce sont des gestionnaires, il y en a certains qui passent mais quand ce sont des gestionnaires ou quand ce sont des gens trop faibles vis-à-vis des financiers, vis-à-vis des patrons de chaîne, quelquefois qui ne comprennent pas non plus exactement quel est notre métier. Bon, quand ce sont des gens faibles, eh bien, du coup, qui paie, c'est nous partons moins. Et quant aux politiques, alors, ils attaquent plus en général les journalistes. Bon, ça va aussi du président de la République, hein, quand il dit nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a Mélenchon, il y a l'extrême droite. Enfin voilà, on se fait attaquer de tous les côtés. C'est quand même beaucoup. Donc j'ai voulu non pas défendre les journalistes dans ce livre, j'ai voulu expliquer ce qu'est ce métier. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agences désormais, ou beaucoup d'échanges d'images. On va pas être technique, mais avec les EVN, on reçoit des images du monde entier où toutes les chaînes se partagent. Donc, en effet, quelle est la particularité, ou qu'est-ce que ça va faire que vous y soyez, avec la différence avec un journaliste de l'AFP, par exemple, qui est sur place? C'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'images, mais c'est notre expertise qui va compter sur le terrain, c'est notre crédibilité, c'est notre regard, exactement notre regard, c'est la sensibilité. Exactement, on va vérifier les informations, on va les recouper, on va essayer de voir si par exemple on peut recevoir des images très impressionnantes quelquefois dans les rédactions, mais simplement elles ne reflètent pas forcément la réalité. Ça se passe à un moment X, un endroit X, mais bon.
Dans quel contexte? Oui, et moi, je pense qu'il faut le dire, et peut-être vous n'allez pas le dire vous, mais qu'une signature, ça a une valeur. C'est-à-dire que la signature de quelqu'un, le regard d'un journaliste en particulier, et pas juste des images d'une agence ou des EVN ou qu'on achète, ça a un prix. C'est important parce que ça permet de donner un éclairage particulier qui est la subjectivité du journaliste, la subjectivité du journaliste, et la subjectivité journalistique, elle est importante. Oui, bien sûr. C'est notre signature qu'on joue à chaque fois. Et ce n'est pas rien, même si par tous les moyens on cherche à dévaloriser cette notion de signature. La signature, c'est important. C'est ce que nous sommes, c'est notre regard. On va se retrouver dans un instant, on continue cette discussion avec vous, Martine Laroche-Joubert, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre. C'est paru aux éditions du Cherche Midi et c'est passionnant. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, 10h-11h, les médias. Et on reçoit aujourd'hui Martine Laroche-Joubert, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre au Cherche Midi. Je vous recommande vraiment ce livre qui est passionnant parce qu'il raconte à la fois un métier, mais aussi une vie de femme, parce que c'est indissociable. Rémi, vous vouliez poser il y a tellement de cas sur lesquels je voulais revenir, mais bon, vous racontez notamment en 93 vos reportages en Croatie. Vous êtes blessé à côté de après Sarajevo, on va dire. Et pour parler un peu des rapports avec les patrons, ça date pas d'hier. Vous revenez à Paris et en fait personne vous attend, aucun soutien, rien. Et vous croisez dans un restaurant votre directeur de l'information que vous allez voir. Exactement. C'était je venais de rentrer. Alors mes parents m'avaient amené à l'hôpital. Bon, et puis j'avais des béquilles, il a fait un déjeuner plat, voilà, et j'arrive. Mon père m'emmène déjeuner. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le directeur de l'info avec. Alors, c'est qui? C'est Alain Danvers, je le dis pour vous. Il était là à table avec ses convives. J'arrive avec mes béquilles et je lui dis mais c'est comme ça que tu t'occupes de tes reporters? Et il me répond mais je t'ai envoyé des fleurs. Je les attends toujours les fleurs. Ouais. Oui. Donc vous voyez que le côté un peu, on dit c'était mieux avant, oui, c'est pas toujours. Non, pas toujours. Non. Le statut de journaliste et de reporter de guerre a toujours été quand même un peu borderline par rapport aux médias, non? Oui, parce que souvent les directeurs de l'info n'ont jamais fait ce genre de terrain et ils ne comprennent absolument pas ce qu'on fait. Ils n'ont absolument pas conscience des risques, ou alors ils en ont trop conscience et ils imaginent des choses terribles qui en réalité existent moins que ce qu'ils pensent. Et vous racontez qu'à un moment donné, ils vous demandent de porter un petit bip, un truc un tracker. Oui. Et vous dites mais si je fais ça, on va être repéré. Donc en fait, vous le prenez, mais vous l'aimez jamais. C'est un tracker, oui. Il me donne un tracker, c'est pour me faire repérer à Paris. Voilà, donc quand je l'allume, ils voient sur des ordinateurs où je suis en Syrie. Mais je leur dis, mais attendez, je veux bien, c'est peut-être valable quand on est dans un désert, mais là, je suis en Syrie. En face, il y a les Russes. Les Russes sont les rois de la détection. Vous pensez bien que si vous réussissez à me voir à Paris, ils vont réussir à voir le signal du tracker. Non, il fallait absolument que je le prenne, que je l'allume. Là. Bon, j'ai pris le tracker, il était tout le temps éteint. Ou alors je l'allumais, puis je l'éteignais. Mais c'était absurde. Reconnaissez que vous êtes une personnalité à part quand même, qu'il y a plein de journalistes qui n'ont pas forcément envie d'aller jouer leur vie. Il y en a eu beaucoup, Gilles. Oui, il y a Patrick Bourra. Il n'y a pas que Patrick Bourra, il y a énormément de reporters. Est-ce que vous avez jamais eu, par rapport à votre famille ou autre, une peur d'y aller ou une peur de la mort? Non, pas vraiment. Parce que mes enfants, ils ont toujours cru en moi, ils ont toujours été persuadés que je reviendrais. Donc j'avais l'impression que ça me protégeait d'une certaine manière. Ils n'ont jamais manifesté la moindre inquiétude. Mais attendez, jamais. Une anecdote extraordinaire, quand vous êtes à Bagdad, vous racontez que dans la guerre du Golfe, votre fils Constant vous envoie plein d'infos sur les avions, les trucs pour pas que vous fassiez d'erreur à l'antenne. Voilà. Sa seule angoisse, c'était que je me ridiculise complètement parce qu'il trouvait que j'étais nulle en matière d'armement militaire, de missiles, etc. Donc il dessinait les modèles, il me les envoyait par fax à l'hôtel. Ça le préoccupait beaucoup que je ne sois pas ridicule à l'antenne. C'était sa seule angoisse. Et une fois, quand mon directeur de l'information, j'étais à Bagdad, m'a demandé de rentrer à Amman parce que la première guerre se déclarait. Enfin bref. Donc je suis arrivée à Amman, j'appelle Alexia. Alexia me dit, mais tu es où? Je lui dis, je suis à Amman. Et Alexia me répond, mais enfin, qu'est-ce que tu fous à Amman? C'est à Bagdad que ça se passe. Oh là là! Donc il a fallu que je récupère un visa, que je reparte, etc. C'est votre grand regret, ça. Oui, c'est un grand regret parce que les reporters, ils doivent être là où ça se passe. Et je pense que même quand ils reçoivent l'ordre de partir, c'est une opinion toute personnelle que je défends. Je pense que j'aurais dû désobéir à cet ordre en inventant un mensonge. Le directeur de l'info, il faisait son boulot.
Mais moi, j'aurais dû rester. Voilà. Et vous avez toujours cette même envie de vous continuer encore aujourd'hui. Vous avez quitté France 2, mais vous continuez à avoir envie parce qu'on a ce qu'on appelle le cul de plomb de temps en temps quand on est grand reporter, c'est-à-dire où au bout d'un moment on est un petit peu lassé de partir. Vous avez toujours cette même envie. Moi, ça m'intéresse toujours, à la condition évidemment que je puisse apporter quelque chose, que mon expertise, mes contacts sur place, la condition que je puisse proposer une histoire originale. C'est pas facile, parce que bon là, il y a beaucoup de reporters quand même freelance. On est nombreux. Il faut que je puisse apporter un plus, et un plus qui me soit très très personnel. Et pour vous, pas de territoire interdit, quitte à être enlevé ? J'ai aucune envie d'être enlevée ou quoi que ce soit. Je fais attention. J'essaie de travailler avec des fixeurs en qui j'ai confiance. Les fixeurs c'est-à-dire ceux qui sont avec nous dans les reportages pour nous aider à prendre les contacts, pour nous dire là c'est dangereux, là il vaut mieux ne pas y aller, là en revanche on peut y aller. Voilà, je leur fais confiance, je travaille avec eux et jusqu'à présent, j'ai réussi à déjouer presque tous les pièges. Beaucoup de réactions d'auditeurs de Sud Radio qui sont très admiratifs, qui vous félicitent. Et un de nos auditeurs, Xavier, nous dit « Madame Laroche-Joubert fait partie de cette race de journalistes qui m'a donné il y a 36 ans la passion de faire ce métier. Je voudrais savoir comment cette grande professionnelle juge le travail des chaînes d'infos qui n'analysent plus rien du tout. » Alors c'est un autre sujet, mais en même temps, vous avez sûrement un regard sur ce qu'on voit effectivement aujourd'hui sur les chaînes d'infos avec des commentaires. Alors franchement, les chaînes d'infos, moi je les regarde. Je trouve qu'on est souvent beaucoup trop sévère avec les chaînes d'infos. Une chaîne d'infos, c'est une chaîne d'infos, quoi. Elle regarde, et voilà, il passe ce qui arrive. Voilà. Et puis il y a quand même des débats qui remettent les choses en perspective, etc. Moi je n'aimerais pas travailler dans une chaîne d'infos parce que voilà, je trouve qu'il y a trop de débats, trop de choses comme ça. Et c'est pas mon métier. Mais quand je veux savoir quelque chose sur ce qui se passe en France, parce qu'ils sont pas très tournés vers l'étranger. On voit que l'international a disparu partout. Exactement, il y avait le Journal du Monde de Vincent Hervouet qui est passé à la trappe. On voit que dans les journaux, dans les JT, maintenant le JT correspond, il faudrait un jour qu'on explique ça d'ailleurs, à une mathématique extrêmement précise où il ne faut pas qu'il y ait d'international avant 8h, 20h12. On le case entre deux sujets. L'international, c'est vraiment aujourd'hui le parent pauvre du journalisme. Ça, c'est sûr que sur les chaînes d'infos, en tout cas, les chaînes d'infos sont franco-françaises. Ça, c'est sûr. Dans les journaux télévisés, c'est vrai qu'avant, on passait beaucoup plus de sujets étrangers. Quelquefois, d'ailleurs, en faisant ce livre, je me suis replongée un peu dans les journaux d'autrefois. Et c'est vrai que nous passions quelquefois des sujets, mais très diplômes, même très difficilement accessibles pour le public. Ça, c'est vrai. Il y en a moins. En revanche, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on peut passer des sujets beaucoup plus longs sur l'international si ça en vaut la peine. Voilà. Je me souviens qu'avant, quand on téléphonait, la première question c'était combien ça fait le sujet. Ça fait. Avant, qu'est-ce qu'il y a dedans. Maintenant, si le juge nécessaire, on peut passer des sujets de 5, 6, 7 minutes qui se passent à l'étranger. Mais il faut vraiment que ça en vaille la peine. Oui. Rémi ? Vous avez beaucoup fait beaucoup de reportages en Afrique et vous expliquez dans votre livre que vous avez une fascination pour l'Afrique. Pour vous, c'est le continent de toutes les richesses. Et je cite, vous dites, c'est l'authentique tribu humaine. Ouais. C'est fort comme point de vue. Oui. Je me sens comme dans une terre originelle, une terre d'où tout est parti. Voilà, c'est une sensation, je dirais, presque physique. Ce n'est pas facile de travailler en Afrique parce que souvent on part avec des idées en Afrique et puis on ne peut pas faire ce sujet et c'est un autre sujet qui se présente à vous et qu'il faut savoir attraper. Donc voilà, c'est un continent en plus où en tant que journaliste, il faut tout le temps se remettre en question à cause de ça. Il faut garder sa curiosité intacte. Mais j'ai rencontré en Afrique des personnalités vraiment qui vous avez rencontré tous les présidents J'en ai rencontré pas mal. Pas mal, en tout cas, dont Mandela, qui Mandela, reste bien sûr, qui est dans mon héros absolu. Vous racontez quand même comment vous avez réussi à l'interviewer alors que c'était impossible, en allant chercher à plusieurs centaines de kilomètres sa sœur, et c'est incroyable. Voilà, et en me faufilant derrière sa sœur, en sonnant à sa porte quelques jours après sa libération, et il a ouvert la porte, on s'est faufilé derrière sa sœur, je lui ai posé 3-4 questions et hop, le caméraman et le preneur de son ont été expulsés par les gens de l'ANC parce qu'à ce moment-là il fallait payer pour interviewer Mandela et c'était beaucoup plus cher que la régie d'Antenne 2.
Oui. Non, vous allez repartir. Vous pensez repartir en reportage? C'est quoi votre prochain reportage? Je pense plutôt repartir au Moyen-Orient, à Mossoul. Voilà, je suis en train d'essayer de monter un reportage avec Alain de Chalvron, qui lui aussi a quitté France 2. Voilà, donc on travaille là-dessus tous les deux. D'accord. La photo, je voulais que vous nous commentiez la photo de une, c'est pas très radiophonique, mais on vous voit avec un enfant qui pointe le doigt. C'est une photo. Il y a pas mal de photos dans le livre de vous en situation. Cette photo, pourquoi cette photo de couverture? Cette photo, elle a été prise à Sarajevo en juin 1992 par le GRI Jean-Marie Lemaire. On a été les premiers à rentrer dans Sarajevo à cette époque-là. Et cet enfant, je ne sais pas ce qu'il me montre, mais ça a l'air de m'intéresser parce que voilà, je suis son doigt. J'aime bien cette photo parce que voilà, c'est une photo de guerre, mais en même temps, il y a un enfant et les enfants sont les premières victimes de la guerre. Ça, c'est une certitude. Voilà, les enfants sont vraiment les premières victimes parce qu'ils ne peuvent plus aller à l'école. Enfin bon, ce sont des générations sacrifiées et voilà. Donc c'est pour ça que nous avons choisi cette photo. Moi, je voulais savoir ce que vous pensez des réseaux sociaux parce que c'est vrai que tout le monde maintenant se prend pour des reporters. Il suffit qu'il y ait un événement pour qu'on reçoive un fil avec des photos, des témoignages, des fake news. Comment quel est le regard que vous portez là-dessus? Écoutez. Moi, j'y trouve pour le moment plus d'avantages que d'inconvénients. Parce qu'après tout, on est comme ça, informé, mieux ou mal informé, souvent mal d'ailleurs. Mais bon, ça m'intéresse d'aller regarder. Maintenant, c'est à cause de ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de fake news, en effet, qu'il faut absolument envoyer des reporters. Parce que les fake news, en effet, les gens les reçoivent et ils ne savent pas que c'est faux. Voilà. Et si on n'envoie pas des reporters sur place pour endiguer le flot de ces fake news, de ces fausses informations, eh bien, voilà, ils ne sauront pas la vérité. Il y a beaucoup de défiance vis-à-vis des journalistes. Aujourd'hui, vous trouvez que c'est justifié que... Écoutez, moi, je ne le ressens pas trop parce que je travaille beaucoup à l'étranger, mais souvent, je trouve ça injustifié. Franchement, les journalistes... Souvent, ils font de leur mieux. Vraiment. J'ai rarement rencontré de journalistes qui aillent quelque part sur le terrain en s'en foutant. Pas du tout. Les journalistes, ils font de leur mieux. Alors, quelquefois, c'est vrai qu'ils peuvent rater leur reportage. D'accord, mais ils réussiront celui du lendemain. C'est un métier que l'on fait vraiment avec beaucoup de passion. C'est pas un métier où on gagne de l'argent. On le fait parce qu'on est intéressé par le monde ou par les autres ou par la politique. On le ressent beaucoup en lisant votre livre. On voit la passion. Donc voilà. Donc franchement, je trouve que en plus, je veux dire, les journalistes sont des gens qui doutent beaucoup. Je ne connais pas de journalistes qui imaginent avoir la science infuse. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Les premières critiques des journalistes viennent d'eux-mêmes. C'est ce que nous disent quelques auditeurs, enfin quelqu'un qui dit vraiment ce qu'elle pense, en particulier sur le début de l'émission. Vous disiez aujourd'hui c'est la logique comptable qui compte. Oui, vous terminez quand même en disant que vous voulez rester optimiste malgré les pressions, malgré les menaces. Le journalisme vivra et continuera son combat pour la vérité. Oui. Vous en êtes persuadé? Écoutez, l'année dernière j'étais jurée là au Festival des correspondants de guerre à Bayeux et alors... nous avons lu un article de 17-18 pages, absolument extraordinaire, sur un sujet qui a priori n'intéresse personne. Que deviennent les cadavres des hommes de Daesh? Bon, c'est pas un sujet a priori très très attrayant, très attirant. Et j'ai lu 17 pages stupéfiantes, même philosophiques, d'un journaliste qui était allé sur le terrain. Il y avait son ressenti, mais c'était tellement profond et tout. Et nous avons appris après que c'était un journaliste de 27 ans qui avait écrit ça pour un site internet. Ouais. Et là, j'étais complètement sciée, voilà. Voilà, si des gens de 27 ans sont capables de faire ça, mais ça, c'est formidable. Je sais pas, quand je vois aussi les journalistes de Cache Investigation sur France 2, quand je vois certaines enquêtes de presse écrite et que je vois l'âge des journalistes, je me dis, bon, bah, ceux-là, ils vont s'accrocher quand même. Cache Investigation, je sais pas si c'est le meilleur exemple parce qu'elle est un petit peu en ce moment dans la tourmente, Élise Lucet, avec le glyphosate où on lui reproche un certain nombre de choses. Oui, mais il n'empêche que c'est de l'investigation au long cours, hein. Les journalistes qui travaillent là-dessus travaillent sur un an. Plus. Ouais. Voilà. Alors, ce livre, donc, Martine Laroche-Joubert, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre, vous dites, je voulais essayer de montrer pourquoi je crois ce métier si nécessaire et il faut le lire pour comprendre justement de ce qu'est ce métier de grand reporter. Merci beaucoup. C'est aux éditions du Cherche Midi. Merci à vous d'être venu ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec vous. 0826 300 300. À tout de suite.